Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la première partie de mes lectures du mois d'avril. Aujourd'hui j'ai donc 6 romans et pas mal de titres graphiques à vous présenter et on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, dans le cadre du prix Audiolib, j'ai 10 titres audio à écouter et j'ai donc commencé le mois avec l'écoute de Traverser la nuit par Hervé Lecor. Je suis désolée pour le blister et pour les reflets. C'est lu par Ariane Brousse et on est ici sur un roman noir. On est sur un roman dans lequel on va suivre deux personnages principaux et puis pas mal d'autres petits points de vue autour. Ces deux personnages principaux, d'un côté on a le commandant Jourdan, c'est un lieutenant ou commandant de police qui est chargé d'une enquête et qui essaye donc de retrouver un homme dont on ignore tout pour remonter la piste d'une enquête. Et puis de l'autre côté on a Louise. Louise, c'est une jeune femme et elle est maman d'un petit garçon qui s'appelle Sam. Elle a eu une vie vraiment compliquée avec pas mal de soucis et maintenant elle travaille comme auxiliaire de vie, donc elle est aide à domicile et elle essaye de s'en sortir comme elle peut étant donné que son ex-compagnon est très violent avec elle et la manipule complètement. Donc voilà, elle ne vit plus avec lui, mais il n'empêche qu'elle est toujours sous son emprise, qu'il passe régulièrement la voir, etc. On est sur un roman qui est quand même assez sombre, avec pas mal de thématiques assez lourdes. C'est un roman qui va parler d'agression sexuelle, de viol, de violence, de meurtre, avec des détails, enfin voilà. J'ai trouvé que l'histoire était assez prenante et que les personnages étaient plutôt attachants, surtout le personnage de Louise. C'est un personnage pour lequel c'est assez facile d'avoir de l'affection, c'est assez facile de s'intéresser à elle et d'être impliquée dans ce qu'elle est en train de vivre. Dans l'ensemble, c'est un titre que j'ai bien apprécié. Après, pour ce qui est de la lecture audio, je dois dire que c'est une voix féminine qui porte le récit et pour un roman aussi sombre, c'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé. Et je trouve qu'au début, la narratrice a une voix qui colle pas forcément très bien avec le récit, mais je trouve que ça s'estompe au fur et à mesure. J'ai eu l'impression que ça s'estompait au fur et à mesure. Peut-être que c'est juste que je m'y suis adaptée, mais j'ai eu l'impression vraiment qu'elle modulait mieux sa voix en fonction des différents personnages, qu'elle arrivait mieux à retranscrire des intonations plus graves pour coller au narrateur masculin par exemple. Et puis un autre bémol qui concerne la toute fin, vraiment les tout derniers chapitres. Je vois bien l'intérêt qu'a eu l'auteur de proposer cette fin-là en termes de roman, mais par contre en termes d'enquête policière, j'ai trouvé ça pas forcément hyper méga crédible et je pense que j'aurais préféré que ce soit fait un peu différemment puisque du coup c'est aussi une fin qui est un peu précipitée. Du coup ça a été une bonne lecture, je suis contente de l'avoir écouté, je suis contente de l'avoir découvert. Après le roman noir de base c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus, mais voilà, j'ai passé plutôt un bon moment avec. De là à dire que je voterai pour lui, je ne pense pas, mais je verrai où est-ce que je le place dans mon classement. Ensuite, j'ai lu Gwen and Art Are Not in Love par Lex Croucher. C'est publié aux éditions Casterman et c'est un titre qui est sorti en fin d'année 2023. C'est un roman qui me faisait assez envie parce qu'on est ici sur une réécriture de la légende arthurienne en version LGBT. Plus précisément, on va suivre plusieurs personnages qui sont des grands adolescents, des jeunes adultes, et qui sont des descendants d'Arthur Pendragon et de tous les autres personnages importants de la légende arthurienne. Pour autant, c'est un titre qui se passe au Moyen-Âge, donc voilà, on est encore sur quelque chose d'assez ancien, assez ancré, les tournois de chevaliers, les machins, etc., Excalibur, enfin voilà, on a vraiment tout ça, tout ce folklore-là. Et nos deux personnages principaux qui s'appellent donc Gwen et Art pour Arthur, sont promis en mariage depuis qu'ils sont enfants. Il a été déclaré par leurs parents, qui sont donc des souverains, qu'ils s'épouseraient. Art est donc un descendant assez éloigné d'Arthur Pendragon et Gwen de son côté c'est la princesse du royaume. Donc voilà, eux deux sont censés s'épouser, mais non seulement ils ne s'apprécient pas beaucoup en tant que personne et passent pas mal de temps à se chamailler même s'ils se connaissent depuis l'enfance, et puis en plus de ça, ça correspond pas à leurs attirances sexuelles, puisqu'on va découvrir que chacun des deux vont avoir une histoire d'amour comme c'est représenté ici. C'est un récit qui était plutôt chouette, j'ai bien apprécié la manière dont tout était organisé. C'est un récit dans lequel il y a vraiment des enjeux mais qui en même temps reste vraiment une romance LGBT mignonne, adolescent, assez fraîche, qui passe très bien, qui était très chouette. Le seul petit reproche que j'ai à faire à ce titre-là, c'est que c'est un titre qui fait quand même 470 pages et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu long pour ce que le récit avait à raconter. Ça aurait peut-être mérité quelques coupes en plus et notamment dans la première partie, parce qu'après pour ce qui était de la suite j'étais vraiment prise dedans, mais c'est vrai qu'au début il m'a fallu un petit peu plus de temps. Donc voilà, en tout cas c'était plutôt un chouette récit, je suis contente de l'avoir découvert, je comprends pourquoi est-ce qu'il a plu parce que c'est quelque chose de vraiment sympa.
Ensuite, j'ai lu À la poursuite de Zoé par Nick Alexander, qui est un auteur anglais mais qui vit dans le sud de la France. Et c'est un auteur qui est vraiment déjà très sympathique en tant que personne, et puis qui a vraiment une écriture qui pour ma part me plaît énormément, que je trouve très tendre, très touchante. Il aborde souvent des thématiques assez difficiles, notamment liées avec tout ce qui est des relations familiales, des secrets de famille, etc. C'est des thématiques qu'on retrouve beaucoup dans ses écrits, mais j'aime vraiment beaucoup sa manière de travailler. Et donc À la poursuite de Zoé, c'était son dernier titre traduit en français en date, et donc c'est le petit dernier qui me restait à lire. C'est un titre que pour ma part j'ai vraiment bien apprécié parce que j'ai aimé retrouver l'écriture de Nick Alexander et puis les thématiques qui lui sont chères. Par contre, c'est vrai que le personnage un peu central, qui est donc le personnage de Zoé, c'est un personnage qui est franchement pas très attachant et qui agace pas mal, et elle est un peu faite comme ça, enfin, c'est son tempérament, l'histoire tourne autour de ça, mais c'est vrai que du coup c'est un petit peu agaçant à la lecture, et je comprends pourquoi du coup le récit n'a pas forcément plu à tout le monde, mais en tout cas voilà, moi pour ma part j'ai passé un bon moment avec. Dans ce récit-là, on suit du coup deux personnages principaux. D'un côté, on suit Mandy, qui est une mère de famille, et de l'autre côté, on suit Jude, qui est son fils. Sa fille aînée s'appelle Zoé, et donc quand on suit le point de vue de Mandy, on la suit à l'époque à laquelle ses enfants étaient petits, ils vivaient tous ensemble, etc. Et puis quand Zoé est devenue adolescente et que ses parents se sont séparés, son tempérament a commencé à beaucoup changer, et elle est devenue une adolescente pour le moins très compliquée, et jusqu'au moment où elle va disparaître. Et de l'autre côté, on suit donc Jude, son petit frère, qui est devenu adulte et qui va essayer de tout mettre en place pour retrouver sa sœur Zoé. Il a enfin eu une piste après des années et des années à se demander ce que sa sœur était devenue, et il décide de la suivre vraiment jusqu'au bout, accompagné par sa compagne qui s'appelle Jessica. Pour le coup, eux, ce sont des personnages qui sont assez attachants à suivre, et on a envie de les suivre, on a envie de suivre toute cette histoire, toute cette enquête avec eux. Donc voilà, pour ma part, j'ai passé un bon moment avec ce récit. J'espère que Nick Alexander va continuer à être traduit en français, et que je pourrai continuer à découvrir ses récits, parce qu'il en a vraiment sorti pas mal en anglais. Ensuite, j'ai lu Ariane par Jennifer Saint, c'est publié aux éditions Sabran, je sais pas comment ça se prononce, qui est donc une collection de Saxus. Et pour ma part, j'avais pris l'édition reliée, qui est absolument superbe, magnifique, incroyable. Tout est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. On est donc sur une réécriture de la mythologie qui se passe à l'époque de la mythologie, c'est pas une retranscription dans notre monde actuel, et on va suivre du coup l'histoire d'Ariane et également de sa petite sœur qui s'appelle Phèdre. Pour ce qui est de la mythologie, la plupart du temps il y a une base d'histoire qui est un petit peu commune, et puis après il y a plein de versions différentes. Par exemple, pour ce qui est d'Ariane, ce qu'on connaît généralement, c'est que c'est une princesse de Crète dont le petit frère est le Minotaure. Elle va aider le prince Thésée, qui était enfermé dans le labyrinthe où vit le Minotaure, à s'échapper en lui donnant une pelote de fil, donc le fameux fil d'Ariane, ce qui va lui permettre de tuer le Minotaure et de s'en sortir. Et ce qui est assez communément admis également, c'est qu'ensuite Thésée la laisse tomber comme une vieille chaussette. L'autrice est donc partie de ce point de départ là pour parler un peu de l'histoire de toutes les femmes qui ont été mises de côté et qu'on a laissé tomber comme des vieilles chaussettes dans la mythologie, alors qu'elles ont souvent sauvé la mise des héros masculins, ou qu'elles ont juste en fait subi des choses qui ont été faites par des héros masculins, et que c'est elles qui reçoivent les aspects négatifs, comme par exemple Méduse qui a été violée par Zeus, si je dis pas de bêtises, et pour autant c'est elle qu'on a transformée en monstre. Donc voilà, l'idée vraiment de Jennifer Saint, c'était vraiment de remettre en avant ces personnages féminins. Et donc ici, comme je vous le disais, on va suivre Ariane et également sa petite sœur Phèdre, en sachant que pour ce qui est de ce récit-là, sans vous donner trop de pistes, on va partir sur des mythes qui vont se rapprocher de Dionysos pour ce qui est d'Ariane et d'Hippolyte pour ce qui est de Phèdre. Donc voilà, parce qu'après, comme il y a plusieurs versions, ça vous donnera peut-être des pistes si vous vous y connaissez en mythologie. Mais toujours est-il que l'histoire du labyrinthe et du fil d'Ariane, au final, ça se retrouve à peu près dans le premier tiers du récit, donc c'est peut-être les 100 premières pages, le temps de mettre en place Ariane et Phèdre, qui sont princesses de Crète, le Minotaure, le labyrinthe, Thésée, et de le faire sortir de ce labyrinthe. Voilà, ça va prendre à peu près le premier tiers du récit, et tout le reste, c'est ce qui va se passer après, toutes les conséquences qu'il y a après. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, du coup, de concentrer plutôt l'histoire sur l'après. C'est un récit que j'ai trouvé vraiment très prenant, très fluide à lire, ça se lit vraiment super facilement, même si vous y connaissez pas spécialement en mythologie, je pense pas que c'est un récit dans lequel vous serez perdu. Il y a un nouveau récit de Jennifer Saint qui sort chez Sabran,
au mois de mai je crois, et qui est centré sur le personnage d'Electre, et je serais assez curieuse de le lire. J'ai vu qu'en fait l'autrice a sorti pour l'instant 4 romans qui sont centrés sur des personnages féminins de la mythologie, et en tout cas voilà, celui-ci c'était plutôt une chouette réussite pour ma part, donc je serais assez curieuse de voir ce que donnera le prochain. Ensuite, on repart du côté des titres audio que j'ai lus dans le cadre du prix Audiolib. J'ai également écouté La Louisiane par Julia Maley, je ne sais pas comment ça se prononce non plus. Pour le coup, c'est lu par Valérie Mozzi et c'est suivi d'un entretien avec l'autrice. C'est un récit que j'ai trouvé très intéressant et très instructif, mais c'est pas forcément le genre de récit complètement passionnant et hyper captivant. On est sur un récit historique qui va parler de l'histoire de femmes qui, dans les années 1700 à peu près, vivaient à la Salpêtrière et qui ont été désignées volontaires, ou plus ou moins qui se sont portées volontaires, pour partir en Amérique et devenir les épouses de colons sur place, donc d'hommes français qui étaient partis habiter sur place. Ces femmes-là qui étaient à la Salpêtrière, elles y étaient pour plein de raisons différentes, mais globalement c'est soit parce que c'était des femmes qui avaient commis des péchés, soit parce qu'elles étaient un peu considérées comme gênantes par leur famille, ou soit qui étaient des orphelines, ou encore une qui était une avorteuse. Donc on présente ça un peu comme étant une nouvelle chance dans la vie à ces femmes-là. Et nous on va suivre du coup le destin de 3 femmes. On a tout d'abord Geneviève qui est une ancienne avorteuse, qui donc elle est une femme déjà adulte. On a également le personnage de Pétronie qui elle est une jeune femme assez fleur bleue, qui tombe facilement amoureuse, etc. Et qui a fauté, je crois, avec un garçon de son manoir ou quelque chose comme ça, parce que c'est une fille plutôt de bonne famille au départ. Et puis la petite dernière c'est Charlotte. Charlotte quand elle part elle a 12 ans, quelque chose comme ça, elle est encore toute jeune. Et elle, c'est une petite qui a grandi à la Salpêtrière, qui vit depuis qu'elle est toute petite et qui est donc orpheline. On va donc suivre leur destin depuis la Salpêtrière jusqu'à la Louisiane, l'Illinois, etc. Toutes les différentes contrées qu'elles vont pouvoir arpenter au fil finalement de leur mariage, puisqu'elles sont envoyées là-bas vraiment pour devenir des épouses. Et autant ces femmes-là en particulier sont considérées comme étant des volontaires qui partent en Louisiane, autant une fois sur place, ce ne sont pas des mariages d'amour, ce sont des mariages qui sont arrangés parce que certains hommes ont besoin d'épouses et parce qu'elles elles sont là pour être des épouses. Donc voilà, c'est pas forcément des mariages d'amour, et on va donc suivre leur relation également avec leur mari, certains qui vont être assez sincères, assez doux, et pour lesquels il va y avoir de belles histoires qui vont se nouer, et puis d'autres pour lesquels ce sera pas du tout le cas. C'est donc un récit que j'ai trouvé très instructif sur le plan historique, ça se sent que c'est vraiment hyper bien documenté. L'autrice explique qu'elle a fait je crois 8 ans, quelque chose comme ça, de recherche, en communiquant également avec des personnes sur place, en ayant habité sur place, enfin voilà, pas mal de choses. Forcément c'est des destins qui sont assez touchants, mais c'est vrai que j'ai manqué un petit peu d'implication dans le récit, et le personnage de Charlotte, qui est la plus jeune des 3, est pas un personnage qui est forcément très attachant. Et puis j'ai eu aussi un petit peu de mal au tout départ à bien différencier tout le monde. Mais voilà, en tout cas dans l'ensemble c'est un récit que j'ai plutôt bien apprécié. Pour terminer, côté roman, j'ai lu La Tour de Jeanne par Florence Medina. C'est un récit qui est publié aux éditions Poulpe Fiction et que j'ai reçu de leur part. C'est publié dans leur collection de romans historiques jeunesse, et c'est une collection que je trouve très chouette. À chaque fois je trouve que les romans sont vraiment très sympas. J'avais déjà lu un autre de Florence Medina qui était très réussi aussi. Pour celui-ci, on va donc suivre l'histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une enfant qui a grandi à la campagne, mais qui va faire partie de tout l'exode rural qu'il y a à cette époque-là, et qui va se retrouver du coup à arriver à Paris pour le travail. Elle va être séparée de sa famille, et elle va être envoyée pour travailler comme bonne dans une famille. On la suit donc au tout départ, qui vit dans sa chambre de bonne, etc. Sauf que ça va pas durer très longtemps, et suite à ça, Jeanne doit se débrouiller, elle doit survivre, elle doit trouver un travail à nouveau, en sachant qu'elle a quelque chose comme 12 ans, quelque chose comme ça. Et elle est fascinée par la Tour Eiffel, qui est en train d'être construite en vue de l'exposition universelle de 1889, et elle va donc décider de se faire passer pour un garçon, de se faire appeler Jeannot, de se couper les cheveux, etc. et de se faire embaucher comme peintre sur la Tour Eiffel. Et donc voilà, on va donc suivre tout son quotidien dans cette construction de la Tour Eiffel. C'est un récit historique qui est vraiment instructif, qui est bien construit pour des jeunes lecteurs, qui est vraiment prenant également. Le personnage de Jeanne est très sympa à suivre. Donc voilà, vraiment c'est un titre que j'ai trouvé très chouette, et que je vous recommande de découvrir, que je vous recommande de faire découvrir à vos plus jeunes si ça peut les intéresser. Et comme toujours avec les récits historiques chez Poulpe Fiction, à la fin il y a un petit cahier pédagogique qui explique pas mal de choses justement autour de l'exposition universelle, de la construction de la Tour Eiffel, etc. Et c'était vraiment sympa.
Ensuite on va pouvoir passer au côté graphique et pour le coup je vous afficherai les couvertures. Tout d'abord j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Navi Lérin. C'est donc une série de webtoons qui sera terminée en 5 tomes. Le tome 5 n'est pas encore sorti mais il est prévu je crois pour le mois de mai ou le mois de juin, donc il arrive tout bientôt. Et il y a également une adaptation qui est disponible sur Netflix. Il me semble que ça adapte les 5 tomes. Donc j'attends que le dernier tome sorte et de le lire avant de regarder. On est donc sur l'histoire d'un vieil homme qui approche de ses 70 ans, qui est donc retraité et qui a toujours été passionné de ballet et qui décide à l'aube de ses 70 ans de se mettre au ballet, donc de se mettre à la danse classique. Il va donc intégrer une compagnie de danse et va être instruit par un jeune danseur qui est très prometteur. Entre deux va se nouer une relation vraiment très sympathique. Le grand-père prend le jeune sous son aile comme si c'était un peu son petit-fils. Et le jeune lui essaye du mieux qu'il peut d'instruire ce grand-père, même si au départ il comprend pas forcément pourquoi est-ce que ce papy se met à la danse classique. Pour ce qui était du tome 3, j'ai trouvé ça vraiment chouette, même si je trouve que ça commence à faire un peu long en termes de redites, dans le sens où depuis le début on nous montre que les enfants particulièrement du vieil homme ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'il fasse de la danse classique, plus particulièrement 2 de ses 3 enfants, et il y a un peu toujours une redite par rapport à ça, ça évolue pas forcément beaucoup. Les tomes font à chaque fois entre 300 et 350 pages, donc voilà, ça commence à faire un petit peu long sur le côté où voilà, on a compris qu'ils étaient pas d'accord. Par contre ce tome 3 aborde la diversité des profils dans la danse et ça j'ai trouvé ça assez chouette. Et puis on arrive sur le milieu de la série et c'est vrai que du coup il y a un basculement sur un côté un peu plus dans les émotions, puisqu'on sait depuis le tome 2 que le vieil homme est atteint d'une maladie et qu'on voit que cette maladie est en train de progresser et que du coup forcément ça l'impacte beaucoup dans son quotidien et également dans la danse. Donc c'est vrai que ça bascule un petit peu dans quelque chose d'un peu plus doux, amer à partir de ce tome-là. Pour ce qui est du tome 4, du coup c'est un tome qui effectivement se rapproche de plus en plus de ce côté par rapport à la maladie et du coup c'est un tome qui m'a fait verser quelques petites larmes, mais c'est également un tome dans lequel on commence à avoir justement certaines choses qui se débloquent par rapport à sa famille, par rapport à ses enfants, etc. Et je trouvais ça assez chouette. Du côté des dessins, je trouve que les dessins sont un peu simples et c'est ce que je reproche peut-être un petit peu à la série, mais d'un autre côté les émotions sont bien transcrites sur le visage des personnages et les mouvements de danse aussi sont je trouve très bien retranscrits dans les dessins. Donc voilà, sur une série qui parle de la danse et dans laquelle il y a pas mal d'émotions, c'est quand même 2 bons points, mais c'est vrai que sinon sur le reste des dessins, j'aurais bien aimé qu'ils soient un petit peu plus détaillés. Ensuite j'ai lu le premier tome du manga qui s'appelle L'Auberge de la Vie, ça sort chez Akata, c'est sorti là tout récemment au mois d'avril et ce sera une série en 2 tomes. C'est donc une série qui se passe dans une auberge qui est située au niveau du Cap de la Mort. Ça s'appelle comme ça parce que c'est un endroit où il y a plein de personnes qui viennent se suicider en se jetant d'une falaise et donc dans cette auberge eh bien, il y a plusieurs personnes qui travaillent et leur but c'est d'offrir soit une belle dernière nuit, un beau dernier repas, etc. Mais la plupart du temps c'est quand même un peu plus d'essayer de convaincre les gens de ne pas passer à l'acte en leur montrant des côtés positifs, en leur apportant une oreille attentive, etc. Et donc nous là-dedans on va suivre une jeune femme qui se retrouve envoyée là-bas pour différentes raisons qu'on va découvrir et qui va finalement être embauchée dans l'auberge. On découvre différentes choses sur le personnel de l'auberge puisqu'en tout avec elle ils sont 4 à travailler dedans, donc ils sont pas très nombreux. Et on suit forcément le quotidien et l'histoire de différentes personnes qui viennent sur place pour se suicider. J'ai trouvé que les dessins étaient assez jolis, par contre c'est vrai que par rapport au thème je m'attendais presque à ce que ce soit quelque chose d'un peu plus lourd et au final pas tellement, après ça colle assez bien avec ces couleurs assez pastel etc. de la couverture, mais c'est vrai que je trouve que finalement les membres de l'auberge arrivent presque un peu trop facilement, presque un peu trop à chaque fois en fait à faire changer d'avis aux personnes. Donc voilà, j'attends de voir du coup ce que donnera la seconde partie, mais c'est un récit en tout cas qui est plutôt intéressant. Ensuite, un roman graphique avec le partage des mondes, c'est un récit que j'ai beaucoup apprécié, c'est un roman graphique qui se passe à Londres pendant les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale et on a donc forcément toutes les sirènes d'alarme, les alertes à la bombe qui font que les personnes vont se cacher dans les abris anti-aériens, dans le métro, etc. Et dans tout ça, dans toute cette histoire, ce contexte vraiment particulier, on va donc suivre l'histoire de Isaac qui est un retraité et un ancien jardinier et il va tomber par hasard dans la rue, dans la foule qui est en train de se presser pour rejoindre les abris sur une petite fille qui s'appelle Marie. Elle avait été envoyée par ses parents en Écosse et elle vient d'être ramenée et du coup elle a une banderole autour du cou sauf qu'elle est partiellement effacée et donc il y a juste écrit Marie dessus et puis un petit bout d'adresse. Et du coup il se promet d'aider Marie à retrouver sa famille s'ils sont toujours en vie puisque on ne sait pas exactement si c'est le cas ou pas, il y a quand même eu énormément de décès.
et on va donc suivre toute cette histoire-là. Donc Isaac essaye du mieux qu'il peut de réconforter Marie pendant les quelques jours qu'ils vont passer ensemble, et on voit que ça va vraiment lui apporter aussi une bulle de douceur dans son quotidien qui est particulièrement difficile puisque sa femme vient de décéder. Au niveau du style graphique, c'est un style graphique qui est assez simple avec des couleurs plutôt aquarellées et c'est vraiment joli. Pour ma part, j'ai vraiment bien apprécié. Et puis il y a certaines planches qui sont elles très très colorées, qui représentent les histoires que Isaac raconte à Marie pour l'aider à s'échapper de son quotidien. Et j'ai bien aimé ce qui était fait par rapport à ça. C'est pas juste une histoire qu'il raconte, ça va vraiment avoir un rôle particulier dans la fin du récit. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette et assez intelligent. Donc voilà, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment très instructif. L'histoire est vraiment touchante, donc c'est un sans faute pour moi. Ensuite, j'ai relu un autre manga qui s'appelle C'est une belle journée pour un labyrinthe. C'est un titre assez particulier, je ne sais pas si c'est prévu comme étant une série ou pas. Le tome peut bien se lire en soi, ça se suffit assez bien en lui-même, mais d'un autre côté il y a pas mal de choses qui restent mystérieuses, mais comme c'est une histoire un peu barrée, un peu particulière, ça choque pas plus que ça. Dans ce récit-là, on est donc sur un récit post-apocalyptique dans lequel l'humanité au Japon vit à moitié sous terre, dans un monde qui est très très urbain, qui ne voit pas la lumière du soleil et qui est rempli de machines, et en sachant qu'il y a des zones entières qui sont interdites d'accès et dans lesquelles justement il y a des machines, il y a des reliques du passé, etc. Enfin pas mal de choses. Et nous on va suivre au total 6 adolescents. D'un côté on a un groupe de 4 filles et puis de l'autre côté on a 2 garçons. Et du coup nos 4 filles vont commencer un petit peu à aller explorer tout ça. Et elles vont faire pas mal de rencontres, comme je vous ai dit c'est un truc assez barré, donc il y a des choses, enfin il y a des explications par rapport à des extraterrestres, il y a un kangourou qui se balade dans les ruines, enfin voilà, pas mal de choses différentes. Mais voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié c'est les dessins des décors qui sont absolument superbes, c'est des dessins très détaillés, vraiment complètement ma came, et tout ce côté là fonctionne vraiment très bien. Ce qui est également chouette, c'est qu'au final les 6 personnages sont très très bien différenciés les uns des autres, on les confond pas du tout. Par contre, il y a certaines petites choses qui m'ont dérangée, et notamment au niveau du rapport à la sexualité. On est quand même sur des adolescents qui ont, je crois, entre 11 et 13 ou 14 ans, quelque chose comme ça. Et il y a quand même certaines choses qui sont un peu limites, je trouve, et surtout que c'est répété à plusieurs passages, à plusieurs moments. Donc voilà, après si vous avez envie de lire un truc assez original, pourquoi pas le tenter. Après ça, j'ai également lu la nouvelle adaptation en bande dessinée du roman Petit Pays par Gaël Faye. Petit Pays, c'est un roman que pour ma part j'avais beaucoup apprécié, que j'avais lu assez peu de temps après sa sortie puisque j'étais jury du prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Je crois que ça a changé de nom entre temps. Et il faisait partie de la sélection, et d'ailleurs il a gagné cette édition-là, et pour ma part j'avais voté pour lui, c'est vraiment un récit que j'avais beaucoup apprécié. C'est un récit qui est un petit peu de l'autofiction dans le sens où c'est basé sur l'histoire de Gaël Faye, mais ça reste de la fiction, tout n'est pas son histoire à lui. Par contre, donc, Gabriel Faye et du coup son personnage Gabi, c'est un enfant qui grandit au Burundi. Sa mère est rwandaise et elle est partie du Rwanda à cause des massacres qui ont eu lieu, et son père est un Français qui travaille là-bas. Et finalement tout ça va basculer parce que les massacres et le génocide va reprendre au Rwanda et qui va finir par passer la frontière et passer également au Burundi. C'est donc un récit qui parle à la fois de l'insouciance de l'enfance et puis vraiment d'un basculement très très dur dans la violence, avec des massacres qui sont assez détaillés, etc. Enfin des scènes assez violentes. Donc voilà, je préfère prévenir, même si c'est un titre graphique, c'est quand même un titre qui est assez lourd et assez difficile. Par contre, pour ma part, j'ai été très contente de retrouver cette histoire que du coup j'appréciais beaucoup. J'aime beaucoup le travail de Gaël Faye en général, que ce soit dans du coup son roman Petit Pays, dans sa musique. Il y a également eu un film d'ailleurs que j'ai toujours pas vu, je voulais le voir. C'est pas une adaptation complète du roman en fait, dans le sens où ça va pas parler de la partie où Gabi, le personnage principal, se retrouve en France et de son adaptation en France, de comment il va se mettre à écrire des slams, etc. Toute cette partie-là, elle se retrouve pas. C'est vraiment un récit qui est centré sur la partie au Burundi, qui était donc une des 2 temporalités en gros qu'il y avait dans le roman Petit Pays. Ensuite, j'ai également lu le comics qui s'appelle Love Star et l'étrange péripétie. C'est sorti aux éditions Kinaï et c'est pour ça que j'avais envie de le découvrir, parce que je trouve que les éditions Kinaï ont vraiment un très chouette catalogue avec des titres assez originaux et plutôt sympas. Pour le coup, ce récit-là, c'est pas celui que je vous recommande des éditions Kinaï, ça m'a pas particulièrement plu. On est sur une histoire assez particulière, assez barrée, dans laquelle on a donc Love Star qui est un personnage qui est habillé tout en noir,
qui a créé un monde. On comprend que dans cet univers-là c'est ok de créer des mondes, sauf qu'il n'a plus accès à sa création et qu'il essaye de comprendre pourquoi il n'a plus accès à sa création, qu'est-ce qu'il a fait, et il essaye de comprendre voilà, où est l'erreur. Pour ça il va faire une sorte de quête initiatique dans laquelle il est embarqué par une chauve-souris géante frugivore, donc qui ne mange que des fruits, qui n'est pas méchante, mais qui l'attrape et le fait voler. Et il va rencontrer du coup plusieurs personnages avec leurs compagnons qui vont donc lui enseigner différentes choses, et c'est donc un récit qui va parler de la création, du poids de la création, de ce qu'on peut faire ou pas faire, etc. Au niveau des dessins, c'est un style de dessin qui est assez spécial et c'est pas forcément ce que j'apprécie le plus. C'est un récit qui est considéré comme partiellement coloré dans le sens où c'est assez proche du noir et blanc mais qui a quelques petits aplats de couleurs assez pastel, assez légères. Du coup mon avis est pas forcément très bon juste parce que j'ai pas réussi à entrer dedans, que ça m'a pas plus que ça intéressé. Je vois bien les qualités du truc mais voilà, ça l'a juste pas trop fait avec moi. Et du coup pour terminer, j'ai lu le tome 2 du manga qui s'appelle Dinosaur Sanctuary. J'avais déjà vraiment bien apprécié le tome 1 et ce tome 2 est très chouette également. C'est une série de mangas qui est publiée chez Michel Lafon en français et qui en est au tome 5 en japonais, en sachant qu'elle est toujours en cours. Si vous me suivez, vous savez peut-être que j'aime beaucoup la série de manga qui s'appelle Deep Sea Aquarium Magmel, qui se passe dans un aquarium des abysses, dans lequel on suit l'équipe des soigneurs, des visiteurs, et puis on apprend plein de choses sur les créatures des abysses. Globalement, Dinosaur Sanctuary, c'est la même chose, avec des dinosaures, et ça fonctionne très bien aussi. On est donc sur un parc zoologique au Japon qui abrite des dinosaures. Ils ont réussi en fait à faire plus ou moins revivre, je crois, des fossiles de dinosaures, ou je sais plus exactement comment c'est expliqué dans le récit. Toujours est-il voilà, qu'il y a plusieurs parcs de dinosaures qui existent et que nous on suit donc le quotidien d'un parc en particulier qui a eu une heure de gloire mais qui est un peu passé et qui commence un peu à tomber en désuétude. On a une jeune soigneuse qui va arriver dans l'équipe et qui elle, est complètement passionnée de dinosaures et on va la suivre du coup interagir avec les différentes personnes, se renseigner sur les dinosaures. C'est une série qui est très documentée et très instructive sur le plan des dinosaures malgré ce point de départ voilà, un peu farfelu. Le reste est quand même vraiment ouais, très documenté et ça c'est assez intéressant. Le mangaka a vraiment travaillé avec des spécialistes sur les dinosaures. Et du coup c'est une série qui je trouve fonctionne vraiment très bien, les dessins des dinosaures sont vraiment très beaux. Pour ce qui est des dessins des personnages, on est sur quelque chose d'un peu plus classique mais qui fonctionne quand même assez bien. Donc voilà, en tout cas pour ma part je suis très contente d'avoir commencé cette série et je la continuerai avec grand plaisir. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!